Bonjour, bienvenue dans le Grand Journal, l'édition du dimanche 6 mai 2012 avec la France qui a voté aujourd'hui pour le second tour de l'élection présidentielle avec notamment, si vous nous écoutez là en ce moment sur Big Radio, une édition spéciale dans moins d'une heure désormais à 20 h et ce jusqu'à 22 h avec toute notre équipe. Et justement la une de ce dimanche 6 mai, la Tour Eiffel serait un monument mal géré? C'est une question que nous tenterons de vous répondre dans les minutes à venir. Le Samsung Galaxy S3 qui a été dévoilé jeudi soir, nous vous dirons tout ce qu'il faut savoir en parlant du prix, de la disponibilité ainsi que de la prise en main. 8 constructeurs automobiles uniformisent la recharge des véhicules électriques, vous comprendrez cela dans quelques instants. Il y a 25 ans, Dalida partait. Madonna cherche un nouveau souffle, vous verrez lequel. Et enfin, le téléphérique urbain francilien qui est à l'étude. Bernard-Henri Lévy qui sort un film sur la Libye. Ce film sera présenté au Festival de Cannes dans moins d'un mois. L'actualité média comme chaque semaine désormais. Et puis Marie-Christine Patoureau, également comme chaque semaine, qui viendra nous résumer l'actualité espagnole qui a bien été chargée cette semaine. Voilà, soyez les bienvenus. C'est parti pour le grand journal de Big Radio jusqu'à 20 h. Jusqu'à 18 000 visiteurs par jour. Plus de 7,1 millions de visiteurs en 2011. S'il est un monument dont la gestion ne peut être mauvaise, c'est bien la Tour Eiffel, monument le plus visité au monde. Pourtant, d'après le comité d'entreprise, le CE, qui réunit des élus CGT, FO, CFE et CGC et qui représente les salariés et les 300 salariés du monument, la gestion du site laisserait désirer. Alors, premièrement, le CE pointe en ce moment du doigt des difficultés entraînant, selon lui, des répercussions incontestables sur l'accueil des visiteurs. Tout d'abord, les salariés rappellent que depuis 2 mois, la Tour Eiffel ne dispose plus que d'un seul ascenseur pour permettre aux visiteurs d'accéder aux étages, ceux des piliers ouest et plus récemment nord ayant été mis à l'arrêt. Le CE ajoute que la direction n'a pas pris en compte ces alertes répétées sur l'urgente nécessité de maintenance de l'ascenseur nord et ce dès le début 2010. Ce qui a eu pour conséquence l'arrêt brutal de l'appareil pour une durée indéterminée. Pour le CE, cette situation met en péril les capacités d'exploitation du monument qui restent donc compromises pour les mois à venir. Joint par téléphone, Jean-Bernard Brosse, président de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, la SETE, a expliqué les raisons d'une telle situation. Pour les ascenseurs, celui du pilier ouest est en travaux depuis 2 ans, car nous avons pris la décision de le refaire à neuf, maintenant à la demande des salariés. Un système hydraulique plutôt qu'électrique, alors que ce dernier était beaucoup plus simple à faire, précise le président de la SETE. Quant à celui du pilier nord, c'est au cours de travaux d'entretien que nous avons décelé des anomalies sur les rails du contrepoint. De fait, l'ascenseur a été arrêté et il est en réparation. Il n'était pas question pour nous de mettre en danger les visiteurs. À la Tour Eiffel, nous avons un devoir de risque zéro. Selon Jean-Bernard Brosse, l'ascenseur du pilier ouest devrait rouvrir à la fin de l'année, celui du pilier nord fin avril, début mai. Le président de la SETE précise par ailleurs que l'arrêt des ascenseurs n'a pas d'incidence sur la fréquentation du monument et qu'il rallonge juste un peu les temps d'attente. Aux ascenseurs en panne, les salariés ajoutent un système de vente de billets en ligne ne prenant pas en compte ces fortes contraintes d'exploitation et ne considérant que l'aspect commercial. Ils indiquent que le nombre de billets vendus est fixé sur la base d'une exploitation au plus fort des capacités de la tour, 2 ascenseurs et 1 escalier, entraînant automatiquement des surréservations au moindre incident et donc des temps d'attente rallongés. Selon eux, les conditions de travail et les conditions d'accueil des visiteurs s'en trouvent dégradées. Le MoMA, le Louvre, le musée d'Orsay, tous les musées et monuments font de la vente en ligne
comme le monument le plus visité au monde pourrait ne pas utiliser les nouvelles technologies, s'indigne le président de la SETE. Les salariés pensent à tort que la prévente va engendrer la suppression de postes de caissiers. Ils ont tort. Pour nous, les visiteurs devront toujours pouvoir acheter des billets sur place. Malgré ces querelles entre la direction et les salariés, le public ne devrait pas avoir à s'inquiéter. Pour l'instant, aucun préavis de grève n'a été déposé et, ascenseur ou pas, les visiteurs pourront monter en haut de la Dame de Fer. Le grand journal du dimanche, de 19h à 20h, Martin Arnal. Samsung a levé le voile sur son nouveau fleuron, le Galaxy S3. Avec ce smartphone qui s'appuie sur un écran de 4,8 pouces, un capteur de 8 mégapixels et un processeur quad-core, le Galaxy S3 entend bien effacer la concurrence comme il a pu le faire avec la version précédente, son Galaxy S2. Alors sans surprise, le constructeur coréen a profité de son événement londonien pour officialiser son nouveau fleuron, le Samsung Galaxy S3. Sur un segment très uniformisé, le Samsung Galaxy S3 compte sur ses aptitudes photo, son processeur quad-core, son design et son grand et impressionnant écran Super AMOLED de 4,8 pouces pour se distinguer de la concurrence. Une concurrence directe représentée par le HTC One X qui évoque pourtant les mêmes arguments pour séduire les utilisateurs. Comme attendu, la bataille entre le nouveau Galaxy S et le One X de chez HTC devrait animer l'année 2012 sur le terrain du smartphone haut de gamme. Le Samsung Galaxy S2 avait marqué les esprits en offrant un gabarit idéal entre diagonale d'écran et encombrement. Le Galaxy S3 tente de renouer le bon coup avec son poids plume de 133 grammes et son épaisseur de 8,6 mm. Pas mal pour un smartphone de 4,8 pouces adoptant une batterie de 2100 mAh. Ce Galaxy S3 reprend les codes stylistiques de ses aînés. Pas de révolution au niveau du design qui adopte tout de même une ligne plus bombée. La prise en main est particulièrement confortable pour ce terminal disponible en blanc et bleu marine. Pour remporter la bataille, le Galaxy S3 mise donc sur un processeur Exynos 4 gravé en 32 nanomètres et cadencé à 1,4 GHz, un processeur plus économe à hauteur de 20% pour les connaisseurs. Là encore, en face, le HTC One X s'appuie également sur un quad-core Tegra 3 qui ne nous a pas spécialement convaincus sur le terrain de l'autonomie. L'Exynos du Galaxy S3 sera-t-il plus convaincant? À côté du quad-core sur l'architecture ARM Cortex A9, on retrouve le GPU Mail 400, identique au Galaxy S2, mais cadencé à 400 MHz contre 266 et également 4 cœurs. Concernant là le stockage, le Galaxy S3 sera disponible en version 16, 32 et 64 Go. Vous pourrez compter un slot pour la carte mémoire SD. Une puissance brute pour ce nouveau Galaxy S, donc animé par Android ICS et épaulé par la surcouche maison TouchWiz. Pas de surprise concernant là l'écran, puisque ce dernier avance avec une définition de 1280 par 720 pixels sur une diagonale de 4,8 pouces et se montre très proche de celui qui équipe le Samsung Galaxy Nexus, une dalle Super AMOLED qui magnifie et sature les couleurs et délivre un excellent contraste et angle de vision. Au dos, on trouve un capteur rétroéclairé de 8 mégapixels contre 12 pour l'excellente Xperia S. Nous ne manquerons pas d'ailleurs à comparer ce Galaxy S3 à la référence actuelle en matière de photophone, concurrent en direct le HTC One X
accueille une focale grand angle qui ouvre à f2. Là encore, le match Galaxy S3 vs HTC One X. Un match qui risque d'être intéressant également sur le terrain de la photo. Et puisque nous sommes sur le terrain photo-vidéo, comme son aîné, le Galaxy S3 dispose d'une prise micro USB qui lui offre une sortie HDMI également via adaptateur spécifique. Le NFC, le Near Field Communication pour les échanges de données sans contact, est bien présent et ce Galaxy S3 est compatible HSPA pour un débit théorique de 21 mégabits. Tiens, au passage, le NFC, ça vous permettra en fait d'acheter des choses avec votre smartphone, votre portable. Alors il y a également, bien du côté à côté des caractéristiques techniques plutôt avantageuses du Galaxy S3, le Samsung qui a gratifié en fait son fleuron de nouveautés software S. Comme par exemple S-Voice, un Siri-like emprunté à l'iPhone 4S qui vous permettra de lancer vocalement les applications natives comme la météo, le lecteur audio ou encore la capture photo. On retrouve également de la reconnaissance vocale mais aussi reconnaissance visuelle. Si vous regardez l'écran du Galaxy S3, il ne s'éteindra pas en revanche lorsque vous le quitterez du regard. Le nouveau Samsung se mettra en mode veille. Le killer app de ce Galaxy S3 est sans contexte Pop-up Play qui permet d'afficher une vidéo sur un coin de l'écran tout en faisant tourner une autre tâche. On peut désormais lire une vidéo tout en consultant simultanément ses mails ou naviguer sur le web. Une possibilité pour le moment uniquement réservée à la lecture de vidéos mais très bien vue de la part du constructeur du sud-coréen qui propose une fonctionnalité innovante. Ce Galaxy S3 sortira dans l'Hexagone fin mai, début juin, contre 649 € nus en version 16 Go. Comme pour son aîné, on peut s'attendre à une très forte subvention des opérateurs qui devrait permettre au Galaxy S3 d'obtenir un ticket d'entrée sous la barre des 100 € selon le forfait choisi. Un accord viendrait d'être conclu entre 8 constructeurs mondiaux afin d'uniformiser la recharge des véhicules électriques. Cette nouvelle prise permettrait de faciliter le développement de ces modèles aux États-Unis et en Europe. La question de l'uniformisation des prises permettant la recharge des véhicules électriques se pose donc de plus en plus chez les constructeurs auto. Et bien, comme je vous le disais, un pas pourrait bien avoir été franchi afin d'harmoniser cette recharge. Selon CarScoop, un accord aurait été trouvé entre 8 grandes marques automobiles autour d'un chargeur universel. Cette nouvelle solution serait d'ailleurs présente à l'EVS 26, l'Electric Vehicles Symposium, congrès international sur les véhicules électriques qui se déroule à Los Angeles du 6 au 9 mai 2012. Les 8 constructeurs, à savoir Audi, BMW, Chrysler et Daimler, Ford, General Motors, Porsche ou encore Volkswagen, formant l'accord, devraient être présents à l'événement. La CEA, l'Association des constructeurs automobiles européens, approuverait ce nouveau système, plus que la prise type 2, standardisée par cet organisme pour les véhicules électriques circulant sur le vieux continent, serait par conséquent compatible avec cette nouvelle recharge universelle. Si tel n'était pas le cas, cette norme récemment adoptée serait tout simplement ajournée. À noter que les constructeurs français, ne feraient pas partie de cet accord regroupant les 8 constructeurs. Une position qui ne serait pas surprenante puisque Renault-Nissan utilise par exemple encore la prise type 1 sur ses modèles électriques. Ce chargeur universel permettrait de recevoir 4 types d'électricité distribués par 4 prises différentes, le monophasé alternatif, le triphasé alternatif, le courant continu ainsi que le courant continu distribué par les bornes publiques de recharge rapide. Selon CarScoop, une nouvelle forme de chargeur se verrait disponible dès la fin de cette année
Quant au premier véhicule électrique utilisant cette technologie, il devrait être disponible dès 2013, un calendrier qui semblerait bien ambitieux et rapide, une affaire qui est donc à suivre. C'est un lieu de pèlerinage, le 11 bis, rue d'Orchamps à Montmartre. On grimpe un peu pour y accéder, mais il en faut plus pour décourager les passionnés de Dalida, qui fut la maîtresse des lieux. 25 ans après sa disparition, il y a aussi les touristes faisant un arrêt devant la maison après être passés au bateau lavoir. Diversité culturelle oblige, on vous demande l'adresse dans toutes les langues. Le Castellet est sans prétention. On le voit à peine engagé dans l'impasse. C'était le refuge de la diva, ma chaussette, comme elle l'appelait. Paris était là à ses pieds, comme le sont les fans. Elle avait toujours un mot gentil lorsqu'elle sortait ou rentrait avec son Austin. Elle prenait soin d'eux en disant à ceux qui passaient la nuit là, dans l'espoir de la vous voir encore une fois. « Je vous jure que je ne ressortirai pas. Vous pouvez aller vous coucher, disait-elle. » Fidèles, ils le sont encore un quart de siècle plus tard. Thierry Michel avait 22 ans en 1987. Il fait au mois de mai ce qu'il appelle le Dalida Tour. Au moins une fois par an, j'y emmène des amis et je les convertis. Depuis la maison, nous allons sur la place de Dalida. Puis nous déjeunons chez Gradiano, l'italien du moulin de la Galette, qui n'est plus là aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. C'était sa cantine. Elle y dînait souvent avec Anouk Aimé. Nous allons ensuite sur la tombe la plus fleurie du cimetière Montmartre. À chaque anniversaire de sa mort, il y en a jusqu'au caveau d'en face. On termine en passant devant Orlando Productions et puis on va faire un tour chez Michou pour dire bonjour à Lulu que depuis 30 ans, Dalida et tous les soirs dans ce restaurant sur scène. C'est la seule qui n'imite qu'une seule artiste. Dalida, c'est un contrat à durée indéterminée. Nicolas Cessia est né 2 mois après la mort de l'icône. Chez lui, une pièce entière lui est dédiée. Il a découvert la chanteuse il y a 7 ans. Il y a 2 versants Dalida. Les paillettes, bien sûr, mais aussi la souffrance d'une femme. Les chansons légères et les autres plus profondes pour en arriver là, pour ne pas vivre seule. Beaucoup de jeunes s'identifient à elle pour ces raisons-là. C'est un peu ma grand-mère. Grand-mère, c'est Orlando qui va être content. C'est lui qui garde le temple. Orlando, le frère et producteur. Je suis témoin de son histoire. Je suis également le gardien de sa mémoire. Elle fut l'héroïne de sa propre légende. Chaque année, il retrouve des raretés, des chansons restées dans les tiroirs. En 2012, il a mis le paquet. Les DVD de 3 concerts inédits, dont le Mythe Olympia de 1971, un coffret intégral de 500 chansons et un disque de reprise par des artistes aussi éloignés de l'univers de Dalida que les garçons Boucher ou Arnaud. Il nous fait plaisir. Le temps ne s'est pas arrêté grâce à lui, dit Thierry Michel. Chez moi, ça va de la chambre au salon. J'ai tout. Le fond est inépuisable. Orlando nous a fait tous les pays. J'attends maintenant les inédits japonais avec impatience. Ce sera peut-être pour les 30 ans. Merci, Orlando. On peut bien dire ce que l'on voudra, mais Dalida ne sera peut-être plus Dalida si vous n'étiez pas là. Vous le traitez par le mépris ceux qui disent que vous exploitez une chanteuse morte. Il faisait beau ce dimanche 3 mai 1987, date de sa mort. 2 jours après le 1er mai, la maison était encore remplie de muguets. Daniel Lefranc fut une amie proche de l'artiste. Dalida portait le bonheur. Regardez ce que sont devenus ces 3 mousquetaires. Bertrand Delanoë, Pascal Servant et Max Guazzini. Ils étaient ses amis bien avant leur réussite. Elle était généreuse avec ceux qu'elle aimait. Lors des fameux dîners du dimanche soir, on riait beaucoup. Elle ne disait jamais de mal de personne. Elle était la gentillesse et le public ne s'y trompait pas. Elle était une chanteuse du peuple, même si elle aimait les intellos, et Dieu sait si elle en recevait chez elle. Sur le chemin du convoi funèbre entre l'église de la Madeleine et le cimetière, il y avait du monde tout le long du parcours
pour dire au revoir à cette Italienne de naissance égyptienne et profondément française. À 54 ans, la star de la pop donne l'impression d'avoir du mal à suivre le rythme. Après près de 30 ans de carrière bien remplie, elle signe aujourd'hui son dernier film, Wallis et Edward, W.E. Était-elle encore dans le coup? En février, son spectacle lors de la finale du Super Bowl était grandiose, rien à redire sur les décors, les chorégraphies. Mais Madonna, un peu éteinte, donnait l'impression d'avoir du mal à suivre le rythme, après près de 30 ans d'une carrière bien remplie. En 1984, avec l'album Like a Virgin, produit par Nile Rodgers, elle était imposée comme la reine incontestable de la pop. Avec un art consommé de la provocation, de Like a Prayer, datant de 1986, à Music 2000, en passant par True Blue en 1989, ou encore Ray of Light en 1998, elle a ensuite enchaîné les tubes, impulsant même les tendances musicales. Résultat, plus de 200 millions de disques vendus et 220 récompenses, dont 7 Grammy Awards. La chanteuse s'est aussi essayée au cinéma, 22 films en tant qu'actrice ou réalisatrice et 2 rôles notables. Suzanne dans Recherche Suzanne et Desperate Man en 1985 et Eva Perón dans Evita en 1996. Et aujourd'hui, W.E. Wallis and Edward. Plutôt réussi. En tout cas, plus que ses dernières productions musicales. Madonna peine à trouver un nouveau souffle dans ses 3 derniers albums, Confession on a Dance Floor, Hard Candy et MDNA cette année. Avec MDNA, paru le 26 mars, elle cherche là à reconquérir ses fans, déçus par Hard Candy. Elle a choisi de revenir au style qui a forgé sa carrière, la dance music. Réputée pour sa capacité à s'entourer d'artistes dans le vent, elle a fait appel au DJ français Martin Solveig et à William Orbit. Mais l'étincelle n'allume pas le feu. Obnubilée par son objectif de reconquête des marchés, la star livre une œuvre impersonnelle et froide. Elle sacrifie son âme d'artiste au profit d'une musique préfabriquée. Les ventes ont vite chuté. Aux États-Unis, passant dès la 2e semaine de sa sortie de 259 000 à seulement 46 000. Manque d'inspiration? Pire, Madonna donne le sentiment de ne plus être dans le coup. Pourtant, la chanteuse devra assurer tout au long du Madonna Tour sa gigantesque tournée des stades de 90 concerts dont le lancement a été repoussé au 29 mai. À bientôt 54 ans, malgré une carrière colossale, elle est dépassée, doublée par de jeunes pop stars ingénieuses comme Lady Gaga et Lana Del Rey, qui, paradoxalement, se sont tous inspirés d'elle. Relier le métro Pointe-du-Lac de Créteil et Villeneuve-Saint-Georges par un tramway aérien, l'option est désormais à l'étude. Le téléphérique qui sera bientôt inauguré à Londres, le Thames Gateway Cable Car, inspire visiblement les communes franciliennes. Le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, vient justement de lancer une étude sur le sujet qui devrait s'achever avant la fin de l'année. De leur côté, les villes de Créteil, Limeil, Brévannes et Villeneuve-Saint-Georges sont particulièrement favorables à l'idée d'un tramway aérien pour assurer la future liaison entre leurs communes. À la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, on souligne les atouts de ce projet comparé au bus, par exemple. Notre commune est située en vallée de la Seine et les reliefs ne nous permettent pas de développer tout type de transport. Pour gagner la ville-centre de Créteil, qui est reliée à la ligne 8 du métro depuis octobre 2011, il faut redescendre dans la vallée, franchir la ligne TGV, l'échangeur d'autoroute, les lignes à haute tension, etc. La réalisation de ce téléphérique permettrait de rejoindre Créteil en 15-20 minutes, donc de désenclaver les populations habitant sur le plateau de Bois-Matard, tout en réduisant les embouteillages. Cette liaison courte de 4,5 km est vraiment intéressante en termes de gain de temps.
ajoute Serge Lagauche, élu de Créteil et vice-président de la communauté d'agglomération. Elle permettrait de réduire de moitié, voire des 2/3, le temps de parcours entre Villeneuve-Saint-Georges et Créteil. Reste à étudier les coûts et la rentabilité. Reste également que la partie n'est malheureusement pas encore gagnée. Nous ne sommes pas convaincus qu'on puisse mettre autant de monde dans un téléphérique que dans un métro. Tempère-t-on au STIF. Et il faut également prendre en compte la fiabilité, le coût d'exploitation annuel et l'éventuelle pollution visuelle du téléphérique. La présentation au public et la réaction des habitants comptera là encore également, mais c'est effectivement innovant, plus rapide et moins cher à réaliser que le métro. En revanche, le projet d'un métro-câble à Bagnolet qui relierait le métro Galigny aux hauteurs de la ville reste lui en suspense. Réalisé par le philosophe Bernard-Henri Lévy, Le Serment de Tobrouk, un documentaire sur la guerre en Libye, sera présenté en séance spéciale cette année à Cannes. Et oui, ce dernier sera sur la croisette lors du prochain festival de Cannes. L'information vient d'être dévoilée par l'organisation de l'événement. En invitant Le Serment de Tobrouk, dont le montage est à peine achevé, Gilles Jacob et Thierry Frémaux entendent rappeler qu'un film peut être aussi le passage de flambeau entre des peuples que rassemble le même amour de la liberté. Car ce long métrage narre la guerre en Libye, du côté des rebelles que BHL a suivi pendant 8 mois jusqu'à la chute de Mouammar Kadhafi. La présence du réalisateur lors de la montée des marches est avant tout un geste politique. Interrogé par le Huffington Post, il s'est dit ému par ce choix. Le film montre, je crois, ce qui pourrait être fait en Syrie. Par exemple, si on décidait une bonne fois de dire halte au massacre de Homs. Homs, aujourd'hui, c'est Benghazi hier. Ce qu'on a fait à Benghazi, on pourrait le faire à Homs. Et que ce film soit montré là, à Cannes, permettra que cela soit dit et montré. Le Serment de Tobrouk est un film politique. Le geste de Thierry Frémaux est un geste politique. Allez, on enchaîne rapidement avant de passer à Marie-Christine Patoureau par l'actualité médiatique de la semaine avec, premièrement, Pepsi qui prépare de nouvelles pubs avec Michael Jackson. Et oui, la nostalgie est un procédé souvent utilisé en publicité et Pepsi l'a bien compris. Plus que près de 30 ans après leur première collaboration, la boisson gazeuse va à nouveau utiliser l'image de Michael Jackson dans ses publicités et sur l'emballage de ses produits. Le chanteur décédé le 25 juin 2009 avait tourné un spot publicitaire pour la marque en 1983, un tournage qui avait tourné au drame puisque la star avait été gravement brûlée par un projecteur. BFM TV demande au CSA de rappeler l'exigence intangible et non négociable du respect de la liberté de la presse, puisqu'après le violent incident survenu à Toulon entre deux journalistes de BFM TV qui se sont fait agresser par des militants UMP au cours d'un meeting de Nicolas Sarkozy, eh bien, la direction de BFM TV en appelle au Conseil supérieur de l'audiovisuel, garant du pluralisme de l'information dans l'audiovisuel, pour qu'il rappelle l'exigence intangible et non négociable du respect de la liberté de la presse pour la bonne tenue du débat démocratique. Jeudi soir, les journalistes Routel Krief et Thierry Arnaud, donc je vous rappelle les faits, ont été insultés et pris à partie par des militants alors qu'ils assuraient un direct sur la chaîne. On nous a traités de vendus, de collabos, il y a eu des crachats, quelqu'un disait « on est de droite et est fier de l'être ». Je n'ai pas répondu et pas bougé de mon siège, a-t-elle expliqué à l'AFP. Jean-Luc Mélenchon
persiste et signe contre le petit journal de Yann Barthès. Situation de non-retour pour Jean-Luc Mélenchon, donc, après une campagne particulièrement compliquée entre le leader du Front de gauche et le petit journal de Yann Barthès, l'homme politique n'a décidément pas digéré les pics de l'émission satirique de Canal+, mercredi, en plein défilé du 1er mai. Jean-Luc Mélenchon avait refusé de répondre aux questions des journalistes du petit journal. Pire, il les avait traités de facos et de vermine du Front National. On parle à présent des relations sportives à France Télévisions et c'est la guerre entre Patrick Montel et Nelson Montfort. Il y a du rifi dans l'air au service des sports donc de France Télé. En cause, un placard. Journaliste spécialisé dans l'athlétisme sur les chaînes du service public, Patrick Montel s'est emporté il y a quelques jours sur son blog contre l'un de ses collègues les plus populaires, Nelson Montfort. Il reproche à ce dernier, sans le citer, d'avoir demandé à jeter une armoire remplie d'images d'archives, certaines étant rares, un coup de poignard intellectuel, un cambriolage du cœur, juge alors Patrick Montel. On ne demande qu'à en rire, avec 2 spéciales qui seront en préparation cet été. Et oui, sous quelle forme reviendra l'émission quotidienne On ne demande qu'à en rire à la rentrée? Eh bien avec un nouvel animateur peut-être, un nouvel horaire également. Si la quotidienne d'humour de France 2 a donc réussi à trouver son public en 2 saisons, son animateur Laurent Ruquier a annoncé son intention de ne pas rempiler pour une 3e année. À 2 reprises, il a ainsi confié vouloir lever le pied, bien qu'il ait signé une nouvelle saison de son émission sur Europe 1. On va se gêner. La chaîne a d'ailleurs, selon nos informations, contacté Cyril Hanouna pour remplacer Laurent Ruquier. The Choice, le dating show qui s'inspire de The Voice. 4 célébrités, des auditions à l'aveugle, des chaises qui se retournent, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Voilà comment Fox présente son nouveau programme de dating, The Choice, qui s'inspire évidemment du télécrochet à succès The Voice, qui cartonne aussi bien aux États-Unis sur NBC qu'en France sur TF1 et au Royaume-Uni sur la BBC. Et le programme ne s'en cache pas, au contraire, allant même jusqu'à trouver des sonorités similaires pour son nom. France 3 va revoir ses après-midi de la saison prochaine. Oui, c'est une information spéciale de Big Radio. Case sinistrée depuis plusieurs années, France 3 va en effet faire évoluer une nouvelle fois son 13h à la rentrée. Selon nos informations, la chaîne lancera dans quelques semaines une nouvelle émission basée sur la météo, un weather show où il sera notamment question d'écologie, de tradition ou encore de région. Marine Vigne et Laurent Romechko sont cités pour prendre les commandes de ce nouveau magazine quotidien. Et bien, il faut se rappeler que depuis la rentrée, l'émission 13h avec vous réalise des audiences extrêmement faibles, réunissant en moyenne 368 000 téléspectateurs pour 2,5% de part d'audience. À titre de comparaison, la moyenne de la chaîne se situe à 9,3% depuis septembre 2011. Et puis plus largement, la France 3 entend faire évoluer largement ces après-midi la saison prochaine compte tenu des faibles audiences enregistrées. Outre un bloc jeu élargi en fin d'après-midi et l'arrivée d'un 4e programme vers 16h ainsi que l'inversion des chiffres et des lettres avec Slam considéré comme davantage fédérateur. La chaîne négocie l'arrêt des retransmissions des questions du gouvernement pour début 2013. Sur les audiences en avril, eh bien, TF1 et France 2 sont en baisse, France 3 et Direct 8 sont faibles et Énergie 12 progresse. Et oui, en avril, TF1 et France 2 ont enregistré des scores à la baisse, tandis que la 6 reste à un niveau par rapport à l'an dernier. Du côté des chaînes de la TNT, TMC garde W9 à une bonne distance, tandis que NT1 et Énergie 12 progressent. Direct 8 est la seule chaîne à perdre du terrain sur un mois et sur un an. TF1 a donc 22,6% de part de marché.
France 2 14,4%, M6 11,3% et France 3 9,1%. Et puis enfin, Secret Story 6 sera sur TF1 le 25 mai. C'est la première fois que l'émission est annoncée aussi tôt. Vous êtes sur Big Radio, merci d'être avec nous, toujours dans le grand journal bien sûr, jusqu'à 20h en ce dimanche 6 mai. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Martin. J'espère que vous allez bien en ce jour d'élection présidentielle. Voilà, oui, ça va, oui. Bon, parfait. Eh bien, vous ne venez pas nous parler des élections présidentielles en France, mais vous venez nous parler de l'actualité espagnole de cette semaine qui est, je crois, bien riche. Hein. Oui, voilà, oui, parce que franchement, ça va de plus en plus mal en Espagne. Les gens ont beaucoup de mal à survivre même. Hein. Oui. Voilà, alors donc, il s'est formé en ce moment une union des travailleurs précaires. Alors, il s'inspire de la lutte anti-expulsion menée en Espagne, le collectif Juventud sin Futuro, c'est-à-dire Jeunesse sans avenir. Et tu vois, ce titre est très triste, Jeunesse sans avenir, c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Oui. Et le mouvement des indignés met sur pied des outils pour combattre le travail informel et dénoncer les exploiteurs. Alors Rita prend le micro et commence à raconter son parcours. Étudiante en sciences politiques, cette jeune femme de 24 ans vit chez ses parents et n'a pas cessé d'aligner les emplois précaires. Hôtesse d'accueil, professeure d'italien en soutien scolaire, vendeuse, serveuse à 5 € de l'heure. Face à elle, une centaine de personnes rassemblées sur la place du 2 mai à Valence, dans le quartier de Malasaña. Oui, c'est un quartier important de Valence. Parmi la foule, il y a des chômeurs, des travailleurs, des grands-parents, des parents et leurs enfants. Certains ont atterri ici juste après la manifestation du 1er mai. D'autres l'ont boudé parce qu'ils ne s'y sentaient pas représentés. Assise sur les escaliers, Rita présente le projet que son association mûrit depuis des mois, la Oficina Precaria, qui veut dire le bureau précaire. L'une des armes des puissants, c'est la peur, dit-elle. Et contre la peur, rien de tel que le fait de témoigner, de dénoncer ces situations. Nous voulons rendre visibles les lieux où s'exercent les conflits du travail, annonce-t-elle. Cette proposition s'inspire de l'idée du collectif Stop aux expulsions, une organisation associée au 15 mai, mouvement des indignés, et à d'autres mouvements sociaux. Leur démarche, c'est de soutenir les familles en instance d'expulsion juste avant l'arrivée du juge et alerter les réseaux sociaux. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qu'on met à la porte de leurs appartements parce qu'ils ne peuvent plus payer, et là, ce sont les banques qui font tout ce beau travail. Voilà. C'est un peu le même principe pour Oficina Precaria, sauf en l'occurrence, le bureau s'adresse aux travailleurs précaires, à ceux qui n'ont jamais vu un contrat de travail. La plupart des gens que je connais n'ont jamais entendu parler de convention collective, commente Rita. Et la liste est longue. Boursiers sur des postes de permanent à 200 €. 200 € par mois. Alors, faux indépendants, travailleurs temporaires, dans l'illégalité, lancé par le collectif Jeunesse sans avenir. Le projet est ouvert aux assemblées de quartier et un site web, un compte Twitter et une adresse électronique ont été créés. Nous voulons entendre vos propositions, lance l'étudiante. L'outil doit être rodé, mais il fonctionne. En l'espace d'une semaine, Oficina Precaria a déjà reçu plusieurs témoignages qu'il semble venir tout droit
du XVIIIe siècle. Rita raconte, sans entrer dans les détails, le cas d'une personne qui travaillait dans un petit bar. La première semaine à l'essai, elle n'a rien touché. La deuxième, elle a travaillé à temps complet pour 2,50 € de l'heure. Elle a fini par partir en lançant une bordée d'injures et de menaces après avoir demandé qu'on lui montre son contrat. Aujourd'hui, les membres du collectif attendent le feu vert de l'intéressé pour protester devant le bar ou révéler l'affaire sur les réseaux sociaux. Il n'est pas question de mettre qui que ce soit dans l'embarras, souligne Rita. S'ils ne veulent pas que nous intervenions, nous ne le faisons pas. Le nouveau bureau, installé dans un squat du Patio Maravillas rue Pes, propose un conseil juridique gratuit et des outils pour dénoncer les abus. Il offre aussi la possibilité de créer des emplois en coopérative. Sur le même escalier, avec le même micro, Abel Martinez présente une autre version du projet. B comme droit. Nous voulons obtenir la reconnaissance des boursiers sur le marché du travail ou revendiquer la hausse du salaire minimum, fait-il valoir. Ignacio Martin, un avocat de 24 ans, est lui chargé du conseil juridique. Nous essayons d'agir là où les syndicats majoritaires n'interviennent pas, résume-t-il. Nous ne craignons pas les licenciements parce qu'on ne peut même pas nous licencier. Lui aussi a été un travailleur précaire payé à 2 € de l'heure dans une boutique de livraison de pizza ou secouriste sans brevet dans une piscine. Le dernier volet de la proposition de Oficina Precaria, c'est la multiplication. Il faut que chacun monte son propre bureau. Nous voulons que l'initiative fleurisse ailleurs, plaide Rita, dans d'autres quartiers, d'autres villes, d'autres entreprises. L'avenir dira si le succès est au rendez-vous. Voilà tout ce qu'on peut dire de tous ces jeunes qui sont désespérés. D'accord, Marie-Christine. Et vous aviez d'autres choses à nous raconter cette semaine dans l'actualité? Eh bien, il y a stop aux expulsions, c'est pas mal non plus. Frappés par la crise et le chômage, des milliers d'Espagnols ont été expulsés de leur logement. Depuis 4 ans, ils seraient 166 700 à être dans cette situation. C'est la municipalité de Valence qui détient la palme avec 13 711 procédures d'expulsion l'année dernière. Afin de lutter contre ce fléau, des associations ont vu le jour, à l'instar de la plateforme pour les victimes de l'hypothèque, qui a remporté plusieurs victoires. Né en 2009, le mouvement, rejoint par le collectif du 15 mai, est devenu national. Ils soutiennent les personnes incapables de payer leur loyer ou leurs hypothèques en menant des actions coup de poing appelées Stop Desahucios, Stop aux expulsions, ou réclamant un compromis avec les banques. C'est toujours pareil. En France, on a quand même de la chance. Quand on ne peut pas payer parce qu'on est au chômage, on a 2 ans de répit en attendant de trouver du travail ou autre, mais là-bas, les banques ne veulent rien savoir. Les membres empêchent physiquement l'expulsion, occupent les banques ou réclament l'effacement de la dette des propriétaires en échange du logement. Oui, parce que non seulement ceux qui sont expulsés perdent leur logement, mais ils sont encore obligés de continuer de payer leur hypothèque. Ah oui, donc, d'accord. c'est ça qui ne va pas. Et la banque, tranquillement, vend l'appartement, récupère les sous et récupère encore mois par mois tout ce que les pauvres gens ne peuvent pas donner puisqu'ils n'ont ni travail, ni appartement, ni rien. Là, c'est une loi qu'on ne comprend pas. D'accord, Marie-Christine. Eh bien, c'était là aussi encore intéressant. Oui, et puis il y a encore le vote de France vu d'Espagne. Ah. Voilà. Et bon, c'est un politologue espagnol qui en a assez de voir la France de Sarkozy courber les chines devant les dictats allemands. Car avec elle, c'est l'Europe qui plie. Voilà. Et donc, ce José Ignacio Torreblanca dit
voter Hollande, c'est enfin dire basta à Berlin. Voilà. Donc, Enfin voilà comment est-ce qu'il perçoit. oui, voilà, parce qu'il pense que, oui, qu'il faut dire basta à Berlin, je sais pas. En tout cas, les résultats, c'est dans moins de 20 minutes là maintenant. Non, attends, les résultats c'est ce soir. Oui, c'est sûr, oui, à 20h, non? Oui, bah justement, il est 19h. Voilà, oui, donc ça va pas tarder, 20h01. Voilà, et bien, édition spéciale sur Big Radio jusqu'à 22h. Voilà, eh bien écoute, on va écouter. Voilà, si bien sûr il n'y a pas de problème technique Oui, j'espère quand même, oui. à notre rencontre, parce que je vous le rappelle qu'hier, samedi, on a bien sûr pu avoir le Grand Journal en podcast, mais en direct, il y a eu un petit problème. Voilà, bon, écoute, en podcast c'est déjà bien. Voilà, et puis en plus, en podcast, vous bénéficiez quand même de la vidéo. Voilà, c'est bien aussi, oui. Je vous le rappelle. Bien, eh bien, merci encore une fois. Vous avez encore d'autres choses à ajouter peut-être, hein, Marie-Christine? Non, on verra la semaine prochaine comment les réactions par rapport au vote des Français, parce que les Espagnols sont quand même très proches de la France, ils suivent bien les réactions, et puis bon, c'est vrai que ce sont deux peuples qui se sont toujours aimés, on est quand même, en France, on est aussi des gens du Sud, quoi. Oui, est-ce que les Espagnols publieront est-ce que les Espagnols ont publié les résultats avant 20h là? Ah ben c'est sûr, parce que tu vois, il y a moi j'ai la télé espagnole, j'en ai même plusieurs, j'ai celle de Catalogne et tout, et bien c'est toute la journée qu'ils suivent, hein. Voilà, ils vont suivre, bon, pas comme nous évidemment, mais chaque fois qu'il y aura des infos en continu, ils vont dire où en sont les Français par rapport au vote, combien de gens se sont déplacés, combien d'abstentions. Non, ils suivent de très près, hein. Oui, parce que les médias belges ont publié tout à l'heure leurs premières estimations à 17h. Bon, on n'a pas le droit de vous les donner, mais bon, voilà. Oui, non, ça, c'est tout au long de la journée, ils ont donné déjà des estimations, et puis tout à l'heure, dès que ça passe, ils le disent aussitôt, hein. D'accord. Ils n'attendront pas. D'accord. Très bien. Eh bien, voilà, un petit peu. Encore une fois, une nouvelle actualité espagnole bien chargée, hein, je le disais tout à l'heure dans le sommaire. Oui, c'est sûr, oui. Eh bien, voilà. Donc, merci en tout cas encore une fois à Marie-Christine pour ce point complet, comme chaque semaine. Vous serez là la semaine prochaine d'ailleurs? Ah oui, la semaine prochaine, oui, bien sûr. Sans problème. Eh bien, voilà, merci à vous. N'oubliez pas que nous, en tout cas je vais vous le dire dans quelques secondes, nous nous retrouverons samedi prochain. Merci Marie-Christine et à dimanche. À dimanche prochain, Martin. À bientôt, au revoir. Bientôt, au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, le grand journal de Big Radio. N'oubliez pas que nous nous retrouverons dès samedi prochain à 19h. On aura notamment l'occasion de décrypter ensemble ce second tour de la présidentielle. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine à vous et à samedi. Le grand journal du dimanche, de 19h à 20h, Martin Arnal.